Bienvenue dans cette émission spéciale qui se situe à cheval entre une année qui se termine et une année qui arrive, entre 2015 et 2016. Nous reviendrons sur un certain nombre d'événements de cette année, des hommes, les femmes qui l'ont marqué, ceux qu'on a aussi détestés. On parlera aussi de nos espoirs et de nos craintes pour l'année qui vient. Naturellement, si on considère l'année 2015, elle est placée sous le signe de la barbarie, de la violence aveugle et du terrorisme. Ça a commencé le 7 janvier avec les attentats contre Charlie Hebdo et puis ça s'est terminé le 13 novembre avec les attentats du Bataclan. Nous avons décidé de ne pas y revenir pour deux raisons. La première, c'est que beaucoup de choses ont déjà été dites sur le terrorisme et que nous-mêmes, nous avons consacré une émission spéciale aux attentats du 13 novembre. La deuxième, c'est qu'il ne faudrait pas que les terroristes gagnent en nous laissant croire que seuls ceux qu'ils font compte. Non, il y a aussi d'autres choses, il y a aussi des hommes, des femmes, des rires, des colères, des espoirs et des craintes. Et c'est de tout cela que nous allons parler avec une équipe gagnante que je vous présente tout de suite, qui est composée de Stéphane Monceau. Bonjour. Bonjour Patrice. Vous êtes pratiquement en vacances, puisque l'université... Je suis en vacances tout le temps. Tout le temps, oui, mais là... Il est toujours en vacances, il réfléchit en vacances, mais il est en vacances. Je crois que ça a augmenté maintenant, c'est plus de 3 heures par semaine, les cours. Ah, c'était le bon temps, ça c'était avant mai 80, Oui. avant que la France ne passe de l'ombre à la lumière. Oui. Maintenant, c'est oui, je tairais parce que ça ferait des Ça va envieux. être trop. Et ça serait incompréhensible. Et Jean-Luc Madec, qui est à côté de vous, serait en colère, probablement, Exactement. parce que vous faites combien d'heures vous partez Écoutez, moi je suis dans un autre monde. C'est bien ce qu'il me semblait. Très clairement, oui, je travaille à mi-temps, en fait, 12 heures par jour. Il est toujours au Templier, Bien évidemment. sûr. Et alors bien là, sûr. c'est évidemment une période qui compte C'est pour la vous. période la plus importante de l'année, mais elle dure quand même pour nous jusqu'à mi-février, jusqu'à la Saint-Valentin. Et la Saint-Valentin, en fait, est la date qui annonce une petite baisse d'activité jusqu'à Pâques. Ah Voilà. oui, après le 14 février, ça, Voilà, oui, ça il y a décline. il y a les vacances scolaires, et puis après il y a un petit peu de calme au mois de mars, et ça repart à Pâques, qui cette année tombe fin mars, donc tout va bien. Est-ce que vous avez des mains pour applaudir? Parce que je vous propose d'applaudir la personne que je vais vous présenter maintenant, qui s'appelle Mustapha Larbaoui, et qui, selon les nouvelles de Versailles, si j'ai bien compris, est nommé l'Yvelinois de l'année. A été élu, désigné, comment on dit? Nominé d'abord Nominé. et ensuite désigné par la rédaction en fonction du nombre de votes qu'il y a pu y avoir, parce que le vote avait lieu C'est un vote informatiquement. populaire? C'est un vote, on va dire, des gens qui achètent les nouvelles de Versailles et qui et en même temps qui constituent le réseau des uns et des autres, donc qui ont pu voter par Internet, qui ont pu voter sur papier, sur bulletin, envoyé par la poste, ou par des commentaires qu'on a pu faire sur le site des nouvelles de Versailles. Formidable. Vous êtes sûr que c'est pas comme Miss Colombie, qu'on va pas... Non, il va pas y avoir quelqu'un qui va arriver derrière en disant, non, en fait, l'Yvelinois, c'est moi. J'ai vérifié l'information après l'avoir reçue. Je devais aller voir ma mère pour lui annoncer, et je voulais vraiment être sûr du coup, parce que Bravo. la crise de nerfs de Miss... Bravo. Merci. Non, c'est formidable. Et sur quels critères, on sait? Vous avez acheté personne? Non, je ne sais absolument pas. C'est Non, c'est un bien. vote. Un vote, bien sûr, que chacun a pu faire en âme et conscience. Donc, Non, mais c'est plutôt faudrait sur vos demander fonctions de président du Football Club de Trappes, je suppose, alors, non? d'abord, c'est en les en fonctions qualité. associatives. Voilà, c'est ça. C'est les fonctions associatives, parce qu'on a parlé du foot, on a parlé d'appel, on a parlé de pharma citoyen. Et je pense que c'est surtout lié au fait qu'il y a effectivement un grand nombre de gens qui s'intéressent essentiellement sur le territoire de Trappes et qui se sont intéressés, qui se sont vraiment passionnés pour cette histoire d'Yvelinois. Donc j'ai été moi-même très surpris de la réaction des uns et des autres. Ah, bravo, en tout cas. Et voilà, ça m'a fait très plaisir. Donc on est très fiers, très heureux et très honorés d'être à la même table que l'Yvelinois de l'année. Et vous êtes à côté de quelqu'un qui compte aussi, puisque c'est Jean-Charles Lajoigny, qui est éditeur. Ça va? Très bien. Alors, il y a un livre que vous avez publié il y a quelques temps, mais qui est toujours d'actualité, puisqu'il concerne la période de Noël. Ça s'appelle « Les reines aussi sont des ordures ». C'est un livre de dessin de Balouet, aux éditions La Joanie. Voilà, on voit la couverture actuellement. C'est vrai que c'était... On peut plaisanter avec Noël? Ah ben j'espère. Tant qu'on ne nous interdit pas de fêter Noël, on peut se moquer de Noël. Voilà, ma seule crainte, c'est qu'un jour, on dise « Ah non, Noël, c'est pas bien ». Le maire de Brest a bien osé enlever les couronnes des galettes des rois parce que c'était trop chrétien pour lui. Donc à Brest, dans les écoles, il n'y aura plus de couronnes sur les galettes. Donc il reste la fève, il reste la tradition, mais lui, il a dit non, les couronnes, ça fait trop... Non, c'est trop catho, on enlève. Tiens, d'ailleurs, est-ce que vous dites on va fêter Noël ou sont les congés de fin d'année?
Oh, bah, Puisque maintenant, il paraît qu'il faut dire les congés de fin d'année, on ne peut plus dire Noël. Moi, je fête Noël et j'engage tout le monde à fêter Noël et je trouve ça très bien. J'ai vu d'ailleurs hier, c'était mignon comme tout, il y avait un reportage sur les migrants et il y avait un petit bonhomme absolument adorable de 8 ou 9 ans qui recevait des cadeaux du Secours populaire et il disait « Ah ben Noël, c'est génial, moi dans mon pays, on ne fête pas Noël, mais ça a l'air vachement bien, c'est bien Noël ». Donc c'était épatant, quoi. Moustapha, vous dites Noël, vous dites C'est vrai qu'usuellement, j'ai toujours dit les fêtes de fin d'année. Concernant Noël, Noël, c'est une fête qu'on a toujours fêtée, en tous les cas, moi, depuis ma plus tendre enfance. On a toujours fêté Noël. Alors, probablement pas avec la même symbolique ou la même exigence, on va dire, avec tous les symboles qu'il y a derrière. Mais on l'a toujours fêté, et jusqu'à maintenant, voilà, moi je suis par exemple allé à la fête à la fête, vous voyez, le lapsus. En l'occurrence, c'est pas la fête, c'est la messe de minuit pour Noël, un moment que j'ai quasiment jamais manqué. Surtout quand j'allais en Bretagne, ce que j'aimais faire dans les églises localement. Mais globalement, j'ai toujours dit les fêtes de fin d'année, voilà, parce que c'est un moment où tout se rassemble. Et voilà, donc c'est un moment de... voilà. Jean-Luc, chez vous, on demande quoi, le repas de Noël ou le repas de fin d'année Non, chez nous, c'est le repas de Noël. À la maison, la crèche est évidemment là, présente, et le petit Jésus n'y est installé que le 25. Ah, Le 24 à minuit. Sortez votre petit Jésus. Donc le 25 au matin. Voilà. Stéphane, vous dites plutôt Noël comme ça, naturellement. Vous m'attendez au tournant. Oui. Non, en je tant ne dis pas. qu'enseignant laïque. Je ne dis pas joyeux solstice d'hiver, je dis bien joyeux Noël. Et j'ai pas de. Non, c'est une belle tradition. Puis c'est une tradition qui est ancestrale et qui est bien antérieure à toutes les régions. Hein. On sait qui n'a rien à voir. Voilà, une tradition un peu druidique, tout ça. C'est très bien que tout cela ait été récupéré, réagencé. On sait que Jésus est finalement né, je crois, 6 ou 7 ans avant sa naissance ou après. Enfin, mais ça, c'est pas grave. Ouais. C'est une belle fête, même si je suis Un peu tôt, vous avez raison. moyennement touché par la féerie de Noël. Enfin, peut-être de moins en moins, mais c'est pas grave. Non, c'est une belle fête, bien sûr. Patrice. Non, mais est-ce qu'il n'y a pas une laïcité qui est un peu mal placée de temps en temps? Voilà. Oui, bien c'était sûr, pas bien sûr, la question. Quoi. Clairement. Patrice, j'ai un souci en commençant cette émission, juste pour être sûr de savoir de quoi on parle, parce que vous avez dit cette émission donc est à cheval. Oui. J'ai pas bien compris, parce que précisément, je cherche encore. Alors, je parle Alors, je entre voudrais une année préciser- qui se termine et une année qui commence. Donc, c'est pas à cheval. Mustapha cherche le C'est cheval, en fait. c'est juste que je voulais comprendre le trait d'humour étant bien évidemment propre à cette émission. Donc, à cheval, mais en réalité, on reste quand même assis autour de cette table. Si vous y tenez, si c'est un jeu de mots, il est très bon. C'était le vôtre. Hein. Non, c'est juste pour le placer. J'essaie de mettre un peu de... Ah, c'était bien, c'était bien essayé. C'était un test, mesdames, messieurs. Oui, Bah, donc voilà. c'est une Là, émission oui, voilà. de fin d'année. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Ah ouais, non, Est-ce qu'on va pouvoir suivre à ce niveau-là? D'ailleurs, vous n'allez pas m'entendre, je vais juste les guetter et je vais sortir au bon moment. Donc, restez bien derrière vos écrans. Mais à la Il y en répétition, aura d'autres. Il Ça peut ne se peut pas passer sortir que- maintenant, la répétition. Il peut se passer quelque chose dans cette émission. Donc, nous ne sommes pas à cheval. Mais on peut. On peut faire comme ça si vous voulez. Alors, on va revenir un petit peu sur 2 ou 3 événements comme ça de cette année. D'abord, est-ce qu'il y a des hommes et des femmes cette année qui vous ont marqué, que vous avez plutôt aimé cette année? Qui commence, Jean-Charles? Oui, moi j'ai bien aimé le pape. Je pense que pour moi, c'est la personnalité de l'année. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, mais en tout cas, il a le mérite de bouger, de faire bouger les lignes, comme on dit. Donc voilà, ça me semble être un personnage de premier plan qui est sûrement un homme très bien et qui, je veux dire, en dépit de quelques réserves sur ce qu'il peut faire ou ne pas faire, je trouve que c'est vraiment quelqu'un Pas un peu à gauche, ou? quelqu'un d'épatant. Non, mais si on rentre dans l'illustré, non, je pense que de supprimer le maximum de règles n'est pas une bonne idée en matière de religion, parce que je pense que si les gens ont besoin de religion, c'est un petit peu parce qu'ils ont besoin de règles. Donc je pense qu'il y a une petite contradiction entre le fait de supprimer le plus de règles possible dans une religion et de dire aux gens venez, parce que si
si les gens se précipitent là, c'est qu'ils ont besoin de règles, ils ont besoin de guides. Voilà, mais ça, après, on peut ne pas avoir besoin de religion, tout à fait. Mais je me souviens que Jean-Luc, vous l'aviez désigné il y a 1 an ou 2 ans, enfin déjà... Et donc je rejoins totalement Jean-Charles, puisque c'est aussi le pape Ah bon, François que oui, j'ai alors, choisi voilà. comme personnalité de l'année, et incontestablement, Vous l'avez tous les ans, donc. fait bouger les lignes. Oui, 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 tous les ans, et l'année prochaine encore. Probablement, s'il est encore là, Voilà. oui. Oui, oui. Juste pour un trait d'humour, donc si j'ai bien compris, tu as été marqué d'une croix, si j'ai bien compris, et pas marqué par le personnage. Alors le pape, je l'avais l'an dernier déjà. Hein. On était 2 à avoir choisi le pape Oui, l'an aussi. dernier. Bon, je vais varier. En l'occurrence, moi, c'est le pape de l'environnement pour le coup. Ça serait Nicolas Hulot pour moi. Ah oui. C'est encore un trait Hulot, d'humour. qui est devenu, qui est un homme de droite. Donc c'était juste pour être à contre-courant. Voilà, moi je pense Non, il que n'est c'est pas un de type. Pourquoi vous dites qu'il est de droite? Non, c'était. Ah, c'est un je humour, continue ça, à faire de. d'accord. Mais les téléspectateurs le Alors, savent. Hein. On sait écoutez, qu'on vous fait avez de une l'humour raquette maintenant. devant vous. Alors, quand c'est de l'humour, mettez du verre. Oui, indiquez-nous où il Qu'on faut rire. sache. Humour. Voilà, Nicolas Hulot. Moi, je pense que. Nicolas Hulot, Ouais, ouais. pour À moi. cause de la COP21, à cause Pas enfin, de simplement. l'action Pas simplement. qu'il a La menée. COP21, c'est ce qu'on a vu pendant quelques jours à la télé. Ça a été l'apothéose, on va dire, d'un travail. Mais c'est vraiment le travail qui a été fait en amont et le travail qui continue, parce que la COP, c'est pas simplement un événement qui dure une semaine. C'est une année complète où la France est à contribution pour essayer de faire venir. Voilà, des modifications dans nos comportements et sur l'environnement. Donc Nicolas Hulot, pour le travail qu'il a fait jusqu'à maintenant et qu'il continue à faire, voilà, il a une joie de vivre que j'aime bien, c'est un gros bosseur, voilà, une très belle cause surtout. Voilà, ça serait le mien. Et ça serait peut-être un bon candidat pour les présidentielles s'il y a un candidat écologique. C'est en tout cas ce que dit Cohn-Bendit. En l'occurrence, S'il devait y avoir quelqu'un qui se présente pour les écologistes, ça devrait être lui. Il l'a été provisoirement. Mais il a été battu par Mme écarté. Joly. Simplement, voilà, il revient quand même sur ces thèmes. Encore un bon sur ces calcul thèmes des écolos. Et sur ces terres. Je suppose, enfin. Stéphane. Voilà. Alors moi, mon homme de l'année, enfin j'ai hésité, Bah enfin, oui, etc. c'est pas facile. Hein. Puis c'est toujours tentant de prendre des morts aussi, parce Oui. que comme ça calme tout le monde. Alors moi, j'ai beaucoup aimé les 4 panthéonisés cette année. Ah oui. Pierre Brossolette, Jean Zay, Germaine Tillon et Geneviève de Gaulle. Je trouve que ça, Ah oui, c'est vrai. il y a un message assez fort, parce que cette année, on a aperçu à divers moments le peuple, la nation, etc. Puis ça me semble très inspirateur, très inspirant, on va dire. Mais finalement, alors tout autre chose. Je lui souhaite peut-être d'aller au Panthéon après, mais il s'en fout éperdument. C'est un ami, moi, l'homme de l'année. Alors, c'est en dehors de vous, chers amis. Ah, parce que le mort dont tu parlais, je me sentais un peu visé tout à l'heure. Non, parce que Mais c'est un Mustapha ami. pensait que c'était lui. Le mort. Mais, alors, oui, Mais- justement, j'ai mais- hésité mais- aussi. Très mais mauresque. dans le monde des vivants encore, c'est un ami, c'est un grand ami. Il s'appelle Thomas Clay, vous le connaissez Ah oui, sans doute. oui, bien sûr. C'est un ami de 15 ans. Alors, c'est pas toujours bon signe, mais enfin, on s'entend très Il y a bien. 30 ans que ça va. Oui, c'est à 30 ans que ça va. Et il y a 7, 8 ans, il avait commencé à dénoncer l'arbitrage tapis, etc. Et puis, voilà, finalement, c'est arrivé à son terme. Et Thomas avait raison. Alors, je dis pas qu'il a toujours raison, je veux pas dire ça, parce que sinon, il se C'est sentira un plus. des grands spécialistes du droit de l'arbitrage. en C'est tout un cas. des grands spécialistes du droit de l'arbitrage. Et puis je trouve que ce qu'il a dit et ce qu'il fait, c'est bien parce que ça montre, ou ça tente à montrer que les facs de droit ont peut-être une certaine utilité, ou l'université en général, ce dont on doute parfois. Donc voilà, je l'embrasse. Alors il nous regarde sans doute pas, il est, vous savez, Platini en ce moment. Alors bon, mais en tout cas, voilà, c'est un très bon ami. Et puis, Il est dans un ministère, non? il est Actuellement. conseiller du secrétaire d'État à l'enseignement supérieur. C'est ça. Oui, notamment, enfin, parmi ses multiples activités. Mais c'est quelqu'un d'adorable, que j'aime beaucoup, et voilà, c'est mon homme de l'année à moi. Et c'est très intéressant, je peux faire une petite confidence comme ça, c'était quelqu'un qui était proche de Bernard Tapie, et je disais, avec qui je discutais un jour, et je parlais de Thomas Clay, justement, avec qui j'avais parlé de cet arbitrage qu'il avait dénoncé, qu'il avait démonté. Et c'est amusant comme les gens réagissent. Ils disent oui, c'est quelqu'un qui veut se faire un nom en attaquant Tapie. Il n'avait pas du tout besoin de ça. Il n'avait Thomas pas besoin de ça, non. Non, Thomas est mondialement connu, même avant cette histoire, du fait de ses Justement, écrits. puisque vous parlez de Tapie, c'est assez. On peut rester une seconde dessus. Enfin, Mais ça, c'est la rubrique la meilleure blague de l'année, sans doute, Patrice. oui. Ce retour en politique, est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est une façon de répondre aux ennuis judiciaires qui sont les siens?
C'est aussi sérieux que les déclarations ridicules des hommes politiques le lendemain des élections, en disant on a trouvé une solution contre le chômage, il suffit qu'on se réunisse gauche-droite. Lui, il sort de son chapeau, il dit j'ai une idée, on va rendre le chômage des jeunes illégal. Pourquoi pas? Demain, on rase gratis. Je veux dire, c'est du grand n'importe quoi. Je veux dire, s'il y avait si franchement quelqu'un... Est-ce qu'il ne faudrait pas distinguer justement entre le retour en politique qui annonce qui est peut-être n'importe quoi et cette idée qui est peut-être pas totalement idiote? De se réunir droite-gauche pour contre le chômage. Ça c'est autre chose. Même de rendre le chômage des jeunes illégal, après tout, c'est peut-être pas une idée complètement. Moi, je trouve que c'est un peu comme le droit au logement. On ne voit pas trop de quoi ça a accouché. On dit ok, c'est pas légal de ne pas avoir d'appartement. Il y a quand même des tonnes de gens qui n'en ont pas. Puis voilà, c'est de beaux effets d'annonce, mais je ne vois pas pourquoi on pourrait et après, en plus, on va dire que c'est une espèce d'atteinte à la liberté. On peut avoir 23 ans et pas avoir envie de bosser aussi. Donc, alors, on serait dans l'illégalité parce qu'on ne travaille pas. Non, si c'est un choix, non. Oui, mais c'est pour ça que ce mot même de légalité, d'illégalité, de fait de ne pas travailler. Le chômage, c'est quand vous demandez un emploi et que vous n'en avez pas. C'est pas quand vous n'en demandez pas. Oui, mais après, oui, non, je trouve que... vous n'y croyez pas, le retour de Tapi? Si, j'y crois tout à fait. Attends, il est tout à fait capable. Oui, notre ami, alors c'était peut-être qu'une blague, mais si Nicolas Hulot peut se présenter, peut-être un candidat crédible, pourquoi pas Bernard Tapie? Alors honnêtement, je veux dire, mais ça sera merveilleux. Si on a le choix au deuxième tour entre Tapie et Hulot... mais est-ce que vous pensez que c'est bien pour lutter contre le Front National d'avoir quelqu'un qui est quand même en plein dans les ennuis judiciaires? C'est quand même ça. Juste un mot, il faudrait arrêter de ne regarder la France que par le prisme c'est lui qui dit, du Front National. Je viens parce que le Front National est en danger. Ça c'est vraiment une connerie. Je veux dire, arrêtons de parler du Front National. Le problème, c'est le chômage, c'est peut-être l'insécurité, c'est peut-être je ne sais pas quoi, mais c'est pas le Front National. Il ne faut pas confondre la cause et l'effet. C'est parce que les gens dit je reviens parce qu'il y a un danger du Front National. Je me demandais si quelqu'un qui a des ennuis judiciaires est le mieux placé pour lutter contre le Front National. C'était juste une question. C'est pas le seul à avoir des ennuis judiciaires. Bernard Tapie de retour en politique, c'est la vengeance de Robin des Bois, quoi. Parce que quand même, Bernard Tapie a lui aussi raté le coche. Il aurait pu se présenter réellement il y a 20 ans. Voilà. Mais il a 70 ans. Ce qu'il faut, c'est peut-être se mettre dans sa tête. Aujourd'hui, il a une véritable revanche à prendre. Donc il dit, finalement, je vais me remettre en politique. Comme ça, je vais continuer d'être au devant de la scène médiatique. Je peux les emmerder peut-être. Voilà, c'est tout. Mais bon, très objectivement, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'électeurs qui vont suivre le bonhomme. J'en doute. Ce qui est terrible, c'est la menace qu'il laisse planer. Parce qu'il dit, je ne peux pas encore vous dire si j'irai à droite ou à gauche. Alors ils doivent être emmerdés dans les partis politiques, mais pas chez les autres. Pourvu qu'ils ne viennent pas chez nous, oui, c'est ça. Donc c'est ça le vrai drame. Alors, on avait donc l'homme et la femme, ou l'homme, c'était des hommes en fait. Vous avez pas, personne n'a choisi de femme parmi vous, parmi ceux qui n'ont plus. Non, moi je ne veux pas choisir. J'aurais peut-être dit. Nicolas Hulot. Oui, j'aurais peut-être dit Ségolène Royal, moi. Ah oui. Non, pourquoi pas? Si. Un retour, non? Un beau retour en politique, en tout cas. Qui bosse très très bien avec Nicolas Hulot d'ailleurs. Ouais. Ils s'entendent bien tous les deux. Pardon? Et avec le pape, oui, absolument. Un étant de droite, l'autre étant de gauche. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a déçu en revanche cette année? Ah oui. Ouais. Deux. Pour la déception. Il y en a deux qui m'ont déçu. C'est Claude Barthelone. Ouais. Vraiment, parce que c'est très mal conduit, son discours sur la race blanche, c'est ridicule. Son appartement de 400 mètres carrés est ridicule, avec les déclarations qu'il a données. Il est pas mal. Non, mais voilà, c'est honteux. Et alors, faire ce petit malaise et aller se faire soigner à l'hôpital américain de Neuilly, après avoir dit tout ce qu'il avait dit sur le 9-3, c'est merveilleux. Il y a des hôpitaux, très honnêtement, qui sont extraordinaires dans le 9-3, et lui, il va à Neuilly. Enfin, je veux dire, ce personnage est... Et la fausse remise en cause de sa présidence de l'Assemblée. Donc voilà, globalement, je trouve qu'il a accumulé vraiment les mauvais points et c'est tragique. Il apparaît pour ce qu'il est, en fait. Voilà, je crois que vous avez tout à fait raison. Enfin, il est percé à jour. Et puis pour aller dans l'autre sens, l'autre qui était extrêmement décevant aussi, c'est Claude Guéant. Parce que vraiment, c'était quand même un personnage... l'homme de la loi et de l'ordre. Non, mais après, politiquement, on peut l'aimer, on a pu lui reprocher plein de choses, mais il avait cette image quand même de sorte de père Joseph, de mec d'une intégrité, d'une tristesse, d'une austérité absolument incroyable.
Et bon, là, il a quand même été condamné, donc moi, je crois en la justice. Avant, je le pensais peut-être innocent, maintenant, il a été condamné, donc on peut dire qu'il est coupable quand même de malversation scandaleuse. Ça la fout mal, pour le voilà, moins. donc voilà, c'est mes deux cartons rouges. Ils sont pas mal. J'avais pensé à Jean-Charles, mais pas entre copains. Hein. Parce qu'en réalité, il m'a jamais déçu non plus. Toujours fidèle. Non, moi j'ai dans l'autre sens. Pour le coup, ça serait dans le même ton que notre ami. C'est également quelqu'un que je connais bien qui m'a déçu. Voilà, en l'occurrence, c'est Momo. Voilà, Momo, probablement que vous ne le connaissez pas, et je pense que les téléspectateurs non plus. Mais Momo est parti en Tunisie il y a quelques semaines, m'avait promis de ramener des dates du pays, et je ne l'ai jamais vu, et voilà, une grosse déception. Je ne savais pas si je devais en parler ici, je ne sais même pas si je Non, devais... je ne sais pas. Non, c'était de l'humour. Mais c'est pas de l'humour, c'est pas drôle. Voilà, donc Momo, c'est triste. voilà, c'est juste que j'avais pas grand-chose à dire. C'est qu'en fait, non, j'ai pas de personnage Je pensais particulièrement que qui vous m'ait auriez déçu. Platini, moi. Non, parce que voilà, la déception. Non, mais Patrice, la déception pour le coup, c'est quand vous. Voilà, il y a quelqu'un qui incarne, voilà, Platini qui incarne quelque chose non et qui me pour décevrait. quelqu'un du foot. Très sincèrement, Platini, c'est pas celui que j'aurais nommé parce que j'ai vraiment le sentiment qu'il a fait partie d'un système. On a a priori tendance à penser qu'il en a même profité. Donc pour le coup, j'ai pas de déception car j'ai toujours pensé qu'à ce niveau-là, il y a tellement d'enjeux, tellement de financement que probablement que c'est compliqué de ne pas en toucher. Donc j'ai pas de déception particulière parce que je le subodorais en l'occurrence le C'est concernant. décevant pour lui déjà. Ah, c'est décevant pour lui, pour ses proches. Il y a eu un reportage dans son village de naissance où tout le monde avait l'air de dire que c'était un type intègre. Au passage, voilà. Ça a l'air d'un type quand intègre. On va voir, je quand on va voir l'entourage de tous ces gens. Plus que ça, mais. Quand on va voir l'entourage des gens qui soient radicalisés, qui soient truands, etc., voire même des gens Oui, pour des infanticides. Bien sûr. À chaque fois qu'on est allé voir l'entourage de ces gens qui ont fini par tomber, Ah oui, non, c'était un type l'entourage, très bien, c'est un type, je comprends pas, il était super, etc. Bon, voilà, donc je ne sais pas si on peut faire la justice comme ça. Cela étant, non, moi, j'ai pas de déception particulière cette année. Hormis, je vous dis, Momo, mais il n'y a que moi qui le connais autour de cette table. Ouais, mais je peux en parler quand même. C'est une déception qui fera date, si je peux dire. Ah bon. Jean-Luc. Écoutez, si on devait comme ça, parmi 1000, en trouver un. Moi, parmi 1000, oui. Après Momo, Mimi. C'est pas Momo, c'est 1000. Il y en a un parmi 1000 qui s'appelle pas Momo, mais Manu. Manu, qu'est-ce que tu fais, quoi? Manu déconne pas. Et là, je trouve que... Ah oui, Valls. Oui, je n'arrive pas à saisir comment ce garçon, après avoir été plutôt brillant dans le cadre des primaires, bouffe son brillant, chapeau. Mais il avait fait 4 ou 5%. 5%. Oui, mais enfin bon, il avait quand même exprimé une ligne qui me paraissait être une ligne réformatrice. Peut-être, mais enfin bon, il a quand même été nommé Premier ministre, et à partir de là, il devait quand même au moins respecter ce qu'il avait dit au préalable, ce qu'il ne fait pas. Il fait exactement le contraire de ce qu'il avait préconisé, et je trouve que ce garçon n'est pas à sa place. Voilà. Donc il me déçoit. À ce point-là. Terriblement. Les uns et les autres, vous êtes déçus par Valls? Encore une fois, moi je suis pas déçu. Vous n'attendez rien, voilà. comme Platini. La déception, encore une fois, elle est vraiment, si j'avais été Moi, marqué par autre chose. Je ne suis pas déçu, je suis désolé. Je suis un petit peu comme Jean-Luc, parce que moi, je trouve que Manuel Valls est un type très bien, et je le sens complètement englué et presque perverti par l'intelligence de Hollande qui le pousse à se gauchir alors que son tropisme naturel irait plutôt vers le centre. Et là, Hollande a mis Macron dans les jambes de Valls, et du coup, Valls est tous les jours obligé d'aller un petit peu vers la gauche, d'aller contre ce qu'il a envie de faire. En même temps, voilà, donc c'est très compliqué, mais de la part de Hollande, c'est magique parce qu'il a quasiment cramé son Premier ministre, qui va juste... Pas encore fait, à mon avis. Mais même physiquement, en fait, maintenant, quand Valls, avant, c'était un type qui faisait plaisir à voir, il avait le sourire, il était dynamique, etc. Maintenant, il a une sorte de masque de cire, on dirait... Enfin, quelqu'un qui a... c'est la fameuse malédiction de Matignon. Non, parce que... De Matignon, mais par exemple, Fabius, on l'avait vu arriver tout beau, tout jeune, en 2 chevaux, et puis après, au bout de 2 ans, il avait des valises jusque-là. Mais là, c'est pas ça. Il a
vraiment Juppé, changé il les a d'attitude. encore, les valises. Hein. Il passe son nom, mais par exemple, Manuel Valls, maintenant, ses seules paroles, c'est d'angoisser les gens. Il passe son temps à terroriser tout le monde. Lui, il est là en disant, on a arrêté les terroristes, mais vous inquiétez pas, il y a de l'anthrax qui a été volé, la guerre bactériologique est proche. La guerre civile. Les prochaines élections, c'est la guerre civile. C'est-à-dire que c'est vraiment pas, c'est un type, il est totalement anxiogène, et puis on voit sur sa tête, il porte tout le malheur du monde, et il faut qu'il fasse quelque chose, il faut qu'il prenne des vacances, qu'il respire. Parce que là, c'est dommage. Je pense que c'est une fonction terrible. C'est un grand serviteur de l'État, je pense que c'est un mec vraiment brillant, et là Hollande est en train de nous le massacrer. Stéphane Manson. Alors moi, Vous avez un ami non, je sais pas. Mais Mumu, c'est vrai que Mimi. pour être déçu, il faut placer un Oui, peu la barre dans à peau, l'autre, ouais, la barre à ouais. peau, etc. Alors je pense pas avoir trop de. J'ai encore des idéaux, mais plus trop d'illusions, mais j'ai lu dans la semaine, dans un grand quotidien du soir, que apparemment 150 à 200 parlementaires sur les 577 plus 342, ça doit faire 900. Donc c'est pas la majorité, mais enfin quand même 150 à 200 parlementaires continuent à embaucher les personnes de leur famille, femmes, maîtresses, veaux, vaches, cochons, enfants, petits-enfants, au titre d'assistants parlementaires. Alors, en soi, on peut dire que c'est pas grave, mais symboliquement, ça me déçoit parce que je me disais, il y a peut-être un moment où les élus vont commencer à comprendre qu'il ne faut pas rigoler avec tout cela. Que même si c'est de l'ordre du symbole, ce symbole est très fort. Et je me demande ce qu'il y a dans la tête, dans l'esprit de ces 150 à 200 élus qui continue encore à montrer le mauvais exemple. Quand on est élu, il faut être exemplaire. Et ces 150-là, alors en soi, c'est pas si grave que cela, mais c'est pas bien, c'est mal. Le message envoyé est décevant parce que, au regard en tout cas de l'espoir qu'on pouvait placer dans la classe politique au regard de cette année 2015, au regard de tout ce qui s'est passé, tant sur le plan électoral que sur le plan, vous l'avez signalé en commençant, ça c'est plus que décevant, c'est à la fois inquiétant et puis ça met un peu en colère, parce qu'on se dit que ça alimente le moulin. Moi, On a l'impression qu'ils ne comprennent pas. Quoi. Non, vous ne trouvez pas moi, je trouve ça un petit peu en toute gentillité, rapide. mais c'est un peu poujadiste parce qu'il faudrait prendre les choses au cas par cas. Imaginez par exemple, imaginons un député qui a une collaboratrice, il tombe amoureux de sa collaboratrice, il l'épouse. C'était le cas de votre ami Bortolone. Voilà. Doit-il virer sa fiancée parce qu'elle est sympathique s'il était compétente? Bon. Donc, moi, franchement, c'est pas gênant. Essayons plutôt de traquer les incompétents plutôt que des liens supposés. Après, et puis c'est un peu machiste. Alors, ça voudrait dire que toutes ces femmes sont nulles? Non, enfin, parce qu'elles sont juste épouses. Non, mais ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup. Et puis, alors, mais j'aurais peut-être tendance à dire que lorsque le balancier va trop loin dans un sens, il faut essayer de le faire revenir dans l'autre. Et inévitablement, il y a un moment où aussi il va trop loin dans l'autre sens. L'autre jour, on me demandait, mais est-ce que... Alors, ça veut dire que vous seriez pour une vie politique très rigoureusement aseptisée, comme c'est le cas, on les cite toujours, c'est des pays scandinaves, où alors, ils ne se trompent jamais, ils sont meilleurs que tout le monde, etc. Enfin bon, c'est un peu agaçant aussi. Il doit sûrement y avoir des choses pas bien qui se passent dans ces systèmes-là, où, vous savez, une ministre a démissionné parce qu'elle a appelé la babysitter de sa fille avec son téléphone de service du ministère, etc. Bon, peut-être pas jusque-là, mais il y a quand même un moment où il faut une prise de conscience qui, à mon avis, ne s'est pas encore produite. On a l'impression qu'ils n'entendent pas quand même, qu'ils ne comprennent pas. Il y a en effet, peut-être que vous n'avez pas tort sur le fond, peut-être qu'il y a des femmes de députés qui sont tout à fait compétentes, mais ça donne un signal qui est quand même pas terrible et l'opinion ne veut plus de ça, quoi. Et on a l'impression qu'ils ne comprennent pas, qu'ils n'entendent pas quand même ce que veulent les gens. Vous êtes d'accord Complètement, mais ça ne touche pas que le milieu politique, ça touche à peu près tous les milieux représentatifs. Vous m'entendez souvent parler ici des corps intermédiaires. Ce qui se passe à la tête des corps intermédiaires, l'affaire médiatique de Monsieur Lepant de la CGT a été un exemple tout à fait significatif, c'est qu'ils ne se rendent pas compte à quel point l'opinion précisément n'en peut plus de voir ces gens avec le doigt dans le pot de confiture en permanence. Quoi. Et là, il y a un véritable rejet. Nous parlions à la dernière émission de 20 millions de personnes qui ne vont pas voter et de 7 millions qui vont vers le Front National. Ça fait quand même 27 millions de personnes sur 44 millions de personnes au droit de voter en France. C'est beaucoup. Il est grand temps que nous réagissions. On peut passer alors.
Est-ce qu'il y a des initiatives, des lois, des associations, peut-être dans le mouvement associatif, vous avez dû en avoir, qui vous ont plutôt emballé cette année, où on sait qu'ils sont plutôt porteurs d'avenir. Peut-être les lois Macron, je ne sais pas. Enfin, je ne vais pas vous influencer, mais... Moi, vous parlez de Macron. La perspective d'alléger le Code du travail et de le rendre un petit peu plus clair, ça serait bien. Ça sera hélas pas pour 2016, ça sera pour 2017 après les élections. Donc autant dire, ça sera jamais. Mais enfin, on peut rêver. Là, c'est le moment. Donc si s'atteler au Code du travail, ce serait une bonne idée. Je crois pour tout le monde. Enfin, donc ça, ce serait bien. Et puis sinon, sur un point beaucoup plus humaniste, j'allais dire, parce que je trouve que l'initiative qui n'est pas vraiment de cette année, mais qui prend toujours un petit peu de plus en plus d'ampleur, et heureusement, c'est l'habitude des cafés suspendus dans les cafés, que je trouve vraiment très sympathique. Donc pour les gens qui ne connaissent pas, c'est-à-dire que tu vas dans un café et puis tu commandes ton café et puis tu en achètes un deuxième et que tu ne consommes pas, et puis le bistrotier le met derrière son comptoir, il y a un café suspendu. Et puis après, toute personne qui est un peu désargentée, un peu dans le besoin, il passe et il dit tiens, je peux prendre le café suspendu. Alors on fait, il y a des comment? C'est froid, c'est imbuvable. C'est une insulte, Jean-Charles. Enfin, je vous trouve un peu léger, quand même. Donc voilà, il y a l'humour. Donc il y a ce café suspendu. Il y a certains restaurateurs qui font des sandwichs suspendus. Il y a des restaurateurs qui font des sandwichs suspendus. Oui, absolument. Et je trouve que c'est très agréable et c'est très sympathique. Moi, j'ai essayé la formule, donc le traitement suspendu. Le problème, c'est que les gens ont arrêté de prendre leurs médicaments. Ça fait des drames. Cela dit, dans la pharmacie... J'essaie de me marrer un petit peu à cette dernière émission, parce que franchement, à un moment donné, je me dis qu'on a fait toutes nos émissions. De temps en temps, c'était quand même un peu... Mais vous nous faites rire. Donc j'essaie. Faites un effort. Comme par exemple, j'essaie de faire travailler la droite et la gauche. Vous nous faites J'essaie de faire rire. Alors, on essaie quand même. Est-ce que justement, des initiatives comme ça, il en faudrait beaucoup plus, chers amis. Voilà, essayons de rire un peu plus souvent. Pardon ? Quelle initiative alors vous a plu, vous ? Alors moi, ça serait celle où on a imposé à la grande distribution de redonner les invendus ou les invendables, puisque quand la date de péremption n'est pas à échéance... Et je pensais à ça pour les médicaments aussi. Ils sont invendables et non pas... Et donc, oui, parce que la date de péremption, il faut rappeler que c'est la date de vente, c'est pas la date de consommation. Ou de validité ou de consommation. Voilà, donc il y a maintenant... C'est une règle, c'est une loi. Alors, j'ai pas le texte en tête, mais j'adresse au professeur de droit, donc vous l'avez. Gardez-le. Cela étant, voilà. Je crois que c'est une initiative intéressante, ce qui veut dire que chaque association qui a le besoin d'aller à ce type d'aller chercher des denrées, donc pas périmées, pardon, mais périssables. Voilà, pourrait en bénéficier au nom de son association pour la redistribuer à des causes réelles et sérieuses. Moi, je ne vous cache pas que, par exemple, je fais l'académie dans le renfort scolaire avec des CM1, CM2. Ça me coûte, au moins pour le goûter, ça pèse sur les budgets. On en a parlé ici, les budgets et les subventions baissent. C'est vrai que aller voir la grande distribution pour récupérer des pains au chocolat, récupérer des gâteaux, récupérer des choses qui peuvent servir à nos enfants. De toute façon, ils les jettent. Et de toute façon, ces gamins-là, probablement qu'ils n'auraient pas eu leur goûter de toute façon. Donc, c'est pas retirer du commerce à ce qui aurait pu être, mais c'est bien faire en sorte qu'il y ait moins de gaspillage. Et ce sont des profs périmés aussi qui donnent... dans ton académie. C'est nouveau, ça. Non. C'est celui de Jean-Charles en même temps. Hein. Mais Jean-Charles, vous nous faites... Non, mais c'est vrai que le gaspillage alimentaire, c'est une honte absolue. Enfin, ouais, alors, voilà, le trop étant l'ennemi du bien, c'est vrai que c'est des choses dont il faut faire attention, avec lesquelles il faut faire attention, pour plein de raisons. Mais réellement, il y a des endroits où ça peut aller. Et je pensais essentiellement à mes gamins qui, de toute façon, ce goûter-là l'auraient probablement pas pris. Comme certains repas d'ailleurs. Voilà. Donc c'est cette initiative-là que je trouve intéressante. Et que je vous demande de ne pas commenter, s'il vous plaît. C'est mon idée et je voudrais qu'on n'en débatte pas, s'il vous plaît. Il n'y avait pas une initiative associative qui était intéressante, que vous étiez à la base de cette initiative ? Non, d'un regroupement des associations. Ah pardon, là vous faites appel à l'association. Ouais. Appel. Non, ça c'est une belle initiative, non, de l'année ? Ouais, enfin c'est... Ça c'est difficile pour vous d'en parler. Voilà, je voulais surtout parler d'initiatives qui sont faites par d'autres. Voilà, donc je pensais essentiellement à cette belle idée de rendre obligatoire
à la grande distribution de fournir à des associations. Et non pas de circuits parallèles ou de revente ou que sais-je, qui pourraient casser également l'activité économique. Donc le trop étant l'ennemi du bien, je le répète. Jean-Luc ? Moi, je pense qu'il faut respecter les lois du commerce et y faire très attention à ces dérives. La solidarité, oui. La générosité, oui. Mais faisons toujours très attention à ce que les lois du commerce soient respectées. Mais pour les lois, je rejoins totalement Jean-Charles. Je pense que Macron a tracé un sillon de réforme. C'est pas aller au bout, mais je pense qu'il a préparé l'opinion. Il y a eu là, je crois, des prises de position et des commentaires tout à fait utiles. Oui, bien sûr, il faudra des années dans ce pays pour que les choses bougent, sauf si on descend dans la rue. C'était là, c'est une habitude historique depuis le haut Moyen-Âge en France. Mais si on veut éviter ça, je pense qu'il faudra faire très très attention à suivre ce personnage qui, objectivement, a sacrément fait bouger les lignes et nous devons lui être reconnaissants, je crois, d'avoir fait ça. C'est plus Macron que Valls, quoi. Hein, ah oui, oui. Autant Valls m'a déçu, parce que je pense que Valls aurait dû être à l'initiative, et c'est Macron qui le fut. J'adore. Pourquoi ? Parce qu'autour de cette table, on a passé notre temps à dire que effectivement l'UMPS, ça ne fonctionnerait jamais, que les gens ne peuvent pas travailler ensemble. Ce qui plaît, c'est quand les mecs de gauche vont vers la droite. Valls est allé à droite, mais pas suffisamment. Par contre, Macron est allé vraiment à droite, et celui-là, il nous plaît bien. Ça nous plaît bien. Ça nous plaît bien de les voir glisser plus à droite. Alors, ce que j'aimerais, c'est qu'on arrive à travailler ensemble et que des gens de droite rejoignent également des gens de gauche, et qu'on arrive à quelque chose où on peut travailler ensemble. Et je pensais que c'était une initiative qui vous plaisait. Celle, par exemple, de Raffarin, celle de Valls, les initiatives etc. me plaisent, c'est les commentaires qu'on en fait ici. On a le sentiment que les gens sont bien quand ils glissent plutôt à droite, alors qu'en réalité, l'idée, c'est qu'effectivement, on puisse travailler ensemble, que les gens de droite glissent à gauche et qu'à gauche, ça glisse à droite. Ils disaient qu'ils allaient faire. Bon, on ne dit pas grand-chose en l'occurrence. Mais ça nécessiterait probablement un changement de... Quand on fait des promesses, on les tient. C'est en ce sens-là dont vous parlez, Stéphane Monson. les avantages comparés du scrutin majoritaire et du scrutin proportionnel. Voilà, vous avez le seul. Non, sur les initiatives, vous avez quelque chose sur les initiatives, moi, j'aime le genre humain et l'espoir est toujours permis. Alors, chez certains, je commence à en douter quand même, mais... l'espoir est toujours permis, il est toujours fondé. En parlant du gaspillage alimentaire, là, je pensais aussi, alors de toute chose étant égale par ailleurs, généralement quand on dit ça, c'est que ça n'a rien à voir. Oui. Sur ce qu'on appelle le désherbage des bibliothèques, vous savez que les bibliothèques publiques, et c'est le cas des bibliothèques universitaires, pour remettre à jour leurs éditions, leurs ouvrages, jettent, enfin balancent au pilon des milliers de livres. Et pendant très longtemps, enfin, c'était très compliqué. Il y avait une histoire de liberté du commerce. Hein. Il faut pas casser le commerce des libraires qui déjà est assez précaire. Oui. Enfin, un amical salut à Laurent qui a quelques difficultés. Il y a quelques fuites chez lui. Mais en tout cas, alors j'ai vu que quelques bibliothèques universitaires commençaient à organiser ce genre de trucs. Alors désherbage public, c'est-à-dire que alors c'est pour 1 euro symbolique, vous pouvez acheter un bouquin qui normalement, alors qui est plus tout à fait récent. Mais qui est encore assez d'actualité. Vous payez 1 euro au lieu de le payer 35 ou 40. Moi, j'ai bien aimé ça. J'ai vu ça à la bibliothèque universitaire de La Rochelle. Alors, il y a eu un tel rush, d'ailleurs, qu'il y a eu des incidents. Les gens se sont tapés les uns sur les autres. Enfin, bon. Mais cela dit, moi, je trouve ça assez plaisant. Mais c'est un exemple parmi d'autres. Est-ce qu'Internet, pardon, c'est une parenthèse, mais a beaucoup changé justement les recherches, de documents Énormément. Enfin, c'est peut-être pas tant Internet. Enfin, Internet, en tout cas, le fait, par exemple, que la possibilité d'avoir accès à notre bibliothèque, qui est un instrument de travail extraordinaire, met à notre disposition, alors quand je dis notre, c'est à la disposition des chercheurs et des étudiants, tout un volant très important, on en parlait tout à l'heure d'ailleurs, de revues électroniques, enfin de revues qui sont en version électronique. On a des millions de pages à disposition, mais ça nous change la vie. Moi, lorsque j'ai fait ma thèse il y a 20 ans maintenant, il fallait que vous vous déplaciez. On allait faire la queue devant le photocopieur, on passait des journées entières, y compris et surtout l'été, parce qu'il y avait moins de monde, à chercher
un rajeunit document. pas, hein. Ça ne nous rajeunit pas. Non, mais c'est vrai. Mais alors, C'est vrai que c'était un autre. depuis mon ordinateur, où que je sois dans le monde, j'ai accès à mes revues, à mes ouvrages, enfin à de multiples ouvrages, pas à tous. Et ça, c'est un accélérateur extraordinaire dans la Non, recherche. ce qui peut expliquer aussi que les bibliothèques peut-être universitaires Mais on ne parvient pas se encore débarrasse. à remplacer le papier. D'accord. C'est pas, enfin, techniquement, c'est très compliqué. Il y a une numérisation quand même. non Oui, mais alors c'est de très longue haleine, Ah oui, en effet. Et puis les questions qui se posent, c'est que ces numérisations sont plutôt aujourd'hui Est-ce que massivement vous le restez- fait de consortiums privés. Oui. Hein, on sait que Google numérise énormément, etc. Mais il y a en France sous l'égide de la Bibliothèque nationale, une entreprise très forte de numérisation. Mais là, on n'est pas au bout. Hein. Mais rassurez-vous, le papier reprend du poil de la bête et la vente de livres numériques s'effondre France, dans le monde entier. Et dans en le monde entier, hein, dans oui. le monde entier, surtout Parce que la surtout aux France, États-Unis, c'était oui, monté assez haut. Les États-Unis étaient montés. Et en France, on est au maximum, tout mélangé au maximum à 6% du marché. Ouais. Et ça progresse pourquoi, à votre quasiment pas. Parce que les gens sont très attachés au papier, je pense, à l'objet, parce que d'abord le livre reste essentiel, enfin le cadeau préféré des Français à s'offrir. C'est vrai que c'est sympa d'offrir un livre en papier. Offrir un lien Internet pour télécharger quelque chose, c'est un petit peu moins sexy, d'une part. Et puis, tout le monde passe son temps au boulot sur un écran. On est tout le temps connecté, etc. Donc, c'est presque une respiration, une Oui, c'est des pause vacances, presque. d'avoir un Oui, livre, de ne pas avoir ce truc. Est-ce que j'ai Oui, ça encore fait moins assez boulot, de piles? oui. Est-ce que j'ai machin? Non, c'est juste du plaisir. On peut se mettre dans sa cuisine, dans son canapé, n'importe où. C'est une liberté extraordinaire, quoi, le livre. Donc, le livre numérique existe, c'est tant mieux, c'est très bien. Mais ça ne tue pas et ça ne tuera jamais le papier. Ça, c'est une certitude. Par contre, c'est une vraie assurance par rapport à ce qui s'est passé au Brésil, où on a une bibliothèque, le musée de la langue portugaise au Brésil, une bibliothèque exceptionnelle qui est en train de brûler, d'ailleurs, pendant qu'on débat. Et la numérisation de ces livres, par exemple, serait quand même... ça reste un outil... voilà. Sinon, c'est les heures sup, tu as raison. Est-ce qu'il y a des comportements que vous avez aimés, que vous avez détestés dans cette année? Durant l'émission Durant l'émission, éventuellement. C'est Jean-Charles. Des comportements désagréables, non, parce qu'on ne va pas tirer sur une ambulance. On a déjà parlé de tous les hommes politiques qui s'étaient mal conduits, voilà, donc de 2 ou 3 footballeurs peu délicats. Enfin, voilà, non, c'est... Non, en revanche, vous aviez parlé du beat de l'année. Oui. Voilà, et pour moi, le beat de l'année, ça va vous surprendre, c'est Solar Impulse. Ah oui, je vais parler aussi de la découverte de l'année, alors ça pourrait être... Non, pour moi, la découverte de l'année, c'est qu'il y ait de l'eau sur Mars. Aussi, et puis tout ce qu'on découvre, les découvertes sur Mars, les découvertes sur Pluton, enfin, tout ça est absolument extraordinaire et fait rêver. Mais pour moi, le beat de l'année, c'est Solar Impulse. L'avion qui va faire un tour du monde en à peu près 2 ans et demi, qui est plus grand qu'un A380. Il faut 50 personnes pour le porter, l'aider à décoller. Enfin, je veux dire, il marche un jour sur 12. Il y a un formidable... Et en plus, on n'a jamais osé dire combien ça coûtait. C'est une somme astronomique pour arriver à cette régression totale. C'est-à-dire que c'est l'avion le plus grand qui transporte le moins de poids possible. Et qui va le moins vite. Enfin, oui, c'est un début. Non, mais c'est un début. J'aimerais savoir un début à quoi? Non, mais je veux dire, on ne sait pas. Un début à abandonner l'aviation en disant bon, ça coûte trop cher, bon, allez, on laisse tomber, on voyage plus. Ça dit, il y a eu un formidable documentaire sur Picard, dont Téléphile était coproducteur d'ailleurs, et qui expliquait un peu cette aventure. C'est vrai que c'est une aventure. Alors, vous avez raison, c'est pas pour demain. C'est pas convaincant. C'est probablement pas pour demain. Mais il n'a pas raison du tout. Mais non, c'est pas pour demain. Non, je mais pense pas qu'on va faire des... Mais dites-moi, où en sont-ils de ce tour du monde de commencer il y a 1 an et demi? Mais c'est une aventure extraordinaire. Ils sont au garage. Jules Verne le faisait en 80 jours, et Picard va le faire en 800 jours, minimum. D'abord, c'est pas prévu pour que ça soit pour demain. Qu'on soit clair, mais c'est prévu pour que ça le soit. Donc c'est ça qui est important, c'est que ça le soit et ça le deviendra. Si on avait écouté les mêmes arguments, et encore une fois, il y a 1 siècle ou 2, probablement que le TGV n'existerait pas, parce que les locomotives de l'époque, le prix était prohibitif. Le prix était prohibitif à l'époque. C'est vrai que quand on investit par définition, ce sont des pertes à instant T, c'est juste que c'est un investissement sur l'avenir. Et c'est un pari surtout qu'on fait sur l'avenir. Et je crois que le fait de parier sur l'avenir, ça permet quand même à l'humanité de rêver et de croire que c'est encore possible. Et en l'occurrence, sur ce domaine-là, c'était par définition, pour moi, c'était l'événement de l'année.
Je serais d'accord avec vous, par contre, sur la découverte de l'année qui serait l'eau sur Mars. Restons sur Solar Impulse. Alors, sur Solar Impulse. Sur Solar Impulse, moi j'ai lu qu'il faisait jusqu'à -10, -20 dans le cockpit de Solar Impulse. De là à dire que Picard n'est pas loin d'être surgelé, il n'y a qu'un pas que j'ai. Voilà. Alors, Allez, vert, c'était vert. Voilà. Ça, c'est plaisant. Merci. Non, il paraît. Alors, cela dit que l'avenir, c'est plutôt. Ce ne sera pas l'avion électrique, ce sera plutôt l'avion hybride, chose que vous connaissez bien vous-même. Non? Parce que vous roulez en voiture Une voiture hybride, non? ouais, j'ai toujours roulé en hybride, enfin, depuis que les voitures hybrides existent. Ouais, c'est ce que. Non, mais il paraît que c'est vraiment l'avenir pour les avions. Encore une fois, c'est de la technologie, c'est de la recherche, donc ça profitera probablement pas à l'avion solaire. Je ne sais pas si c'est de la recherche ou si c'est de l'exploit. C'est vrai qu'on pourrait... Les deux. Pas forcément. Les deux. Pas forcément les deux. Peut-être qu'on peut s'interroger là-dessus. Tous les exploits se sont retrouvés ensuite. Est-ce qu'il y a une découverte et un bid alors? Je rejoins l'Assemblée sur l'exploit et la découverte. Les deux sont en général toujours liés, bien sûr. Parce qu'on ne parle pas de tous les exploits qui n'ont servi à rien. On se souvient que des exploits, qui ont débouché sur une découverte et sur une utilité, c'est tout. Les exploits même dans le vélo, les exploits même dans l'athlétisme, il y a des exploits qui ont été réalisés par des technologies pour l'histoire du ski, pour l'histoire de chaussures. Beaucoup d'exploits qui n'ont servi à rien. Non, mais là, si vous écoutez les chercheurs, l'avion électrique, visiblement, là, ils n'y croient pas beaucoup. Mais pas avant encore 40 une fois, ou 50 ans. il ne s'agit pas de croire que c'est cet élément-là qui fera qu'on aura quelque chose de nouveau. C'est juste que ça permet... voilà, les technologies, par exemple, de l'aérospatiale ont servi à l'automobile, ont servi à bien des égards dans d'autres domaines. C'est la recherche qui est importante pour moi. C'est croire en l'avenir. En 2027 pour l'éventuel redécollage de cet avion. Stéphane? Moi, si vous le permettez, et je suis sûr que vous le permets. permettrez, Moi, je vais être assez corporate, comme on dit. Thomas Clé. Thomas a déjà eu son quart d'heure, son bouquet, sa gerbe de fleurs. Non, mais c'est... puisqu'on parle de découverte, de découverte de l'année, etc. Moi, c'est ce que je vois se dérouler presque au quotidien dans tous les labos de recherche, alors dans notre université, mais enfin que vous inspectez d'ailleurs. Mais alors que j'évalue, que je n'inspecte pas. Attention, les mots ont un sens. Dans tous nos labos de recherche, parce que j'ai l'impression quand même que la recherche en France, ça fonctionne pas mal quand même. Ça fonctionne plutôt bien avec pas grand-chose. Alors, c'est pas toujours les bouts de ficelle, etc., mais enfin pas loin. Et il y a quand même on voit la science se faire, c'est assez fascinant. Moi, c'est ce qui me plaît aussi à l'université, c'est que je peux côtoyer, je ne me mets pas dedans, mais j'ai la chance de pouvoir côtoyer comme ça, presque au quotidien, mais vraiment des grands savants, si vous voulez, qui sont dans l'anonymat de leur labo. Ouais. Et il y a des choses, mais extraordinaires, qui se font presque tous les jours. Alors, pour parler de l'UVSQ, en chimie, il y a des choses extraordinaires, en robotique, en lien avec... sont formidables, hein. En lien avec les grands accidentés de la vie, à Garches, etc. Tout ce qui est exploration spatiale, vous savez que le rover de Mars, il est en partie estampillé UVSQ. Y compris dans nos disciplines où c'est moins spectaculaire. Évidemment, la recherche en droit ne débouche pas sur des découvertes spectaculaires, mais il y a des choses, je pense au projet de mon ami Laurent Néret sur le crime d'écocide, par exemple, le crime d'écocide, qui tend à faire saisir par le droit pénal, beaucoup plus que ça ne l'est aujourd'hui, les crimes contre l'environnement. Ouais. Voilà. Donc voilà, c'est un exemple parmi d'autres. Et au fond, cette recherche, elle se fait au quotidien avec pas grand-chose. Il y a longtemps eu la tour d'ivoire des universités, des chercheurs. Oui. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait médiatiser plus, au fond, ce qui se passe dans ces laboratoires et le faire connaître Sans aucun doute, parce que, si vous voulez, globalement, les chercheurs n'ont pas le temps, ils ont autre chose à faire. Ils ont autre chose à faire, c'est pas leur métier. C'est pas leur métier, et quand ils le font, je trouve qu'ils sont pas bons. Non, ce sont pas de grands communicants. Il n'y a que la recherche d'emploi qui ne marche pas, en fait, globalement. Ça
serait bien que ça fonctionne mieux. Mais par exemple, moi j'incite beaucoup les gens à aller aux Journées du patrimoine, vous savez, l'Observatoire, l'OVSQ. J'ai un ami qui m'a dit c'est extraordinaire, à 2 pas de chez moi, à 2 rues, j'ai vu qu'il y avait des chercheurs qui avaient participé à la conception du robot qui explore Mars. C'est incroyable, si près comme ça, avec des gens tout à fait sympathiques et ouverts. Donc voilà, il faut réaliser que tout cela se passe pas loin de chez nous. Personne n'a parlé de Nadine Morano, non? Je ne vous a pas scandalisé cette année, non? Même pas déçu. Non, Même pas dans les déceptions de l'année. On va peut-être passer à la prospective, alors, si vous êtes d'accord, puisqu'il nous reste quelques minutes. Et la campagne de pub, alors? La campagne de pub, allez-y. C'était une campagne de pub magnifique. Ah oui, allez-y. On n'est pas d'accord là-dessus. Voilà, c'était une jeune femme qui a créé des produits d'entretien, une gamme de produits d'entretien, et qui sont en vente au BHV, parce que les gens vont savoir où peut-on trouver ces produits d'entretien. Et c'est très 2e degré. Sur chaque flacon, c'est pour faire la vaisselle, pour récurer le sol, ou pour tout ce qui est tâches de nettoyage. Il y a des slogans alors, qui font bondir Patrice, mais il y en a un où on voit une jeune femme regarder le flacon et dire c'est du détergent, ne pas avaler, dommage, pour une fois que j'étais d'accord. Donc ça c'est un des trucs. Il y en a un autre, et pour le truc à vaisselle, c'est il faut pomper pour que ça gicle. Il faut pomper pour que ça gicle. Et le 3e, c'est le plaisir en astiquant. Ouais. Voilà. Et encore une fois, c'est ça. Vous trouvez que cette image de la femme, elle est formidable? Moi, je trouve ça drôle parce que c'est la femme. D'abord, c'est la femme qui est. C'est l'esprit français. D'astiquer. Non. Alors, je savais que vous alliez dire ça, et il y a des mecs qui astiquent aussi. Je gardais pour la fin. Il y a les mêmes slogans que j'ai pas notés pour les hommes. Donc c'est pas du tout sexiste. Ouais. C'est juste l'esprit français. C'est marrant et c'est tout. Je veux dire, il faut juste rire des choses amusantes et voilà, c'est tout. Un peu de 2e degré sur le liquide vaisselle, ça fait du bien quand même. Ouais, est-ce qu'on a besoin de 2e degré pour le liquide vaisselle? Ça emmerde tout le monde, de faire la vaisselle. Justement, si on peut s'amuser à chaque fois qu'on prend le flacon, on dirait tiens, c'est rigolo. Même Jean-Luc. Voilà, donc qui connaît bien la question. Voilà. Non, mais c'est vrai que c'est toujours les femmes qui sont censées faire le ménage, la vaisselle. Mais pas du tout. Il y a les mêmes slogans pour les hommes. Ouais. Non, c'est pas du tout les femmes. Et moi, ça me fait rire. Je ferai la vaisselle avec plaisir. Maintenant, je vais acheter Avec qui je vais acheter ça. On passe à l'année prochaine ou pas? Oui. Vous êtes d'accord? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous espérez ou que vous craignez d'abord pour l'année prochaine? Jean-Luc, je pense que vous avez quelques craintes et quelques espoirs. Oui. Bon, d'abord, on sent les dernières élections régionales en sont la preuve, une véritable radicalisation des comportements. 2016, c'est l'année qui vient juste avant les élections présidentielles. Je crains que les résultats économiques du gouvernement actuel soient décevants en 2016. Donc, on va probablement avoir une année assez difficile. Ce qui se passera après sur le plan de la guerre, comme on l'appelle, c'est autre chose. Mais moi, je crains surtout qu'il y ait une vraie radicalisation de la société. Et ça, c'est dangereux. Donc, il faut tout tenter pour détendre l'atmosphère. Ça passe par, évidemment, un effort sur l'éducation. Mais ça passe aussi par un effort de comportement personnel. Moi, j'invite toujours mes petits-enfants, j'en ai 5, à avoir un comportement simple qui consiste à tendre la main, à ouvrir les bras, à avoir un sourire sur son visage. On peut tendre la main comme ça, pas obligatoirement comme ça, bien entendu. Et très sincèrement, ça donne des résultats. Et puis je leur dis enfin, attention, cette façon de tendre la main, d'ouvrir les bras, d'avoir un sourire sur son visage, ne veut pas dire de se soumettre et de tout accepter. Donc il y a une règle absolue, c'est de ne jamais aller dans la naïveté. Et j'apprends ça à mes petits-enfants, ils ont entre 2 ans et 10 ans, et ça marche très bien. Ça marche très bien. C'est très perso cette émission. Non, mais c'est bien. Les amis de Mustapha, les petits-enfants de Jean-Luc, le meilleur ami de Stéphane. Je trouve que c'est bien de parler concrètement. Voilà, ça reste une émission où on s'adresse aussi aux gens qui sont proches. On est sur le territoire. Il nous reste 3 minutes. Saint-Quentinois. Stéphane, on pense à eux sur 2016. Ce sera meilleur que 2015. Enfin, ça sera pas les très années en compliqué. 15 sont, historiquement.
Historiquement, les années en 15 sont très mauvaises, il paraît. Ah bon? Ah bah oui, 1415 défaites. Mais 1515 Oui, Marignan. d'accord, mais enfin après, il y a 1815. Ah oui. Ouais, 1915, c'est pas terrible non C'est plus. pas génial non ouais. plus. Non, c'est vrai qu'il y a eu un livre là-dessus qui disait que les années en 15 étaient des années catastrophiques. Ah, il faudra Et celle-là, 2015, je pense, n'a pas manqué à. Et c'est très bon pour le vin, en à cette revanche. logique. Ce sera une grande année 2015. C'est Ah ben possible. voilà de quoi se Donc, réjouir. voilà. Et 2016, On en reparle en 2015. Et on va voir puis, ce que ça va donner. il y a l'euro en 2016. il y a l'euro de Voilà, football. l'Euro de Voilà. foot, donc Nous ça, allons ça, aller ça, avec ça va être, Mustapha, nous irons au Stade de France, Voilà. quoi qu'il arrive. Ça va être un grand moment Mustapha, de, Je serai de- l'envoyé spécial de joie, de l'émission foot PAF, et de... Puisque vous êtes Pour l'événement. un peu le professionnel de ça dans cette émission, est-ce qu'il y a un trait d'humour qui vous a marqué dans l'année qui vient de s'écouler? Une phrase de je ne sais Ribéry. pas, un dessin. Là, tiens, on peut repasser peut-être le dessin un dessin de Les Rennes aussi sont des ordures de Balouet aux éditions La Joie de Vie, voilà. Voilà. Excellent livre, très drôle, détendant. Voilà. En ce bon moment. J'en profiterai quand même pour dire qu'autour de cette table, on a passé de très bons moments. On a pu s'affronter parfois sur des idées, mais toujours, et c'est ça que je retiendrai, et finalement c'est la leçon que j'aimerais faire passer justement, c'est qu'on peut être en désaccord sur des sujets, on peut être en désaccord sur certaines opinions, on peut être en désaccord à bien des égards. Simplement, à chaque fois, c'est dit de belle manière. Et souvent, j'ai entendu les politiques de toute façon, se foutre sur la gueule. Les politiques se foutent sur la gueule à la télé, mais on sait très bien qu'ils vont boire un coup après, heureusement. Et c'est le cas en ce qui nous concerne. Et ça, je tiens à faire passer ce message parce que... C'est ça le drame. Enfin, je crois que c'est sûr. Voilà, donc je tiens à le dire avec quelqu'un qui sait également faire en sorte que ça se passe de cette manière, Patrice. Donc merci à toi, merci à vous. Merci à vous, voilà, je tenais à le vous dire. surtout, merci à vous. Donc cette émission s'arrête sur cette conclusion. Voilà. Je vais rendre l'antenne. Voilà. Est-ce que vous pouvez souhaiter peut-être de très bonnes fêtes à tous les téléspectateurs? Et donc de très bonnes fêtes, oui, bien sûr. De fin d'année, fin d'année. de Noël. Joyeux solstice d'hiver. Joyeux solstice d'hiver, voilà. Moi, je dis joyeux Noël. Voilà, et en même Finissons temps, laïquement. aujourd'hui est une journée que j'apprécie tout particulièrement. C'est une émission personnelle, donc j'en profite. C'est la journée que je préfère dans l'année, parce que c'est la journée la plus courte. Et donc, à partir d'aujourd'hui, les jours commencent à rallonger. C'est la bonne nouvelle de l'année. Merci Ouais. infiniment, Mustapha Labaoui. Merci, Jean-Charles Lajoigny. Merci, Stéphane Monson. Merci Jean-Luc Madec. À très vite pour une nouvelle émission. Et entre-temps, bonne fête, bon Noël, bonne nouvelle année. Enfin, tout bon, quoi.